Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Il ne cherchait pas la vérité. Il cherchait simplement de quoi survivre. La poussière ocre de Tarvos crissait sous les semelles usées de Julien Carver, tandis qu'il arpentait les débris. Ce qui avait autrefois été une installation militaire majeure n'était plus qu'un cimetière de métal tordu et de béton pulvérisé. La lumière matinale perçait difficilement le brouillard permanent qui enveloppait cette planète oubliée, projetant des ombres démesurées sur la désolation. Julien ajusta son masque respiratoire, les sangles abîmées, marquant son visage tanné par les éléments. 36 heures qu'il n'avait pas mangé décemment, et l'air recyclé avait un goût de métal dans ses poumons. Son sac pesait lourd malgré la maigreur de sa récolte. Quelques cellules énergétiques, des cartes mères, une poignée de bâtonnets minéraux qui lui rapporteraient peut-être de quoi manger pendant une semaine. Un homme sans drapeau ni identité. Julien vivait au-delà de toutes les cartes, là où la guerre ne finit jamais, elle tombe simplement dans l'oubli. Il s'était construit une existence précaire dans ce no man's land, après avoir déserté son poste des années auparavant, fuyant un conflit qui avait perdu tout son sens. Son ancienne identité reposait quelque part sous les gravats, comme tout le reste sur ce rocher maudit. La planète Tarvos avait été déclarée pacifiée après le conflit entre le consortium unifié et la coalition libre. Les rapports officiels proclamaient une victoire éclatante. Un traité avait été signé, mais les morts n'étaient pas partis. Ils gisaient sous la poussière, sous les décombres, dans des cimetières d'acier et parfois à l'intérieur même des armures. Le scanner de Julien émit un bip faible. Quelque chose de métallique enfoui sous une section effondrée de mur. Il se laissa tomber à genoux, ignorant la douleur vive qui traversa sa jambe droite abîmée. Une vieille blessure qui n'avait jamais vraiment guéri. Ses mains calleuses creusèrent dans les débris, les ongles se fendant contre les fragments de béton. Puis il le vit. Un éclat de métal sombre, étonnamment exempt de corrosion. Le cœur battant, il accéléra le mouvement. Ce n'était pas un simple fragment. C'était intact. Alors qu'il dégageait davantage de gravats, la forme complète apparut. Une armure de mercenaires, du type délivré aux unités d'élite, presque intacte malgré la dévastation environnante. L'armure était élégante, d'un noir mat avec de subtiles marques cramoisies le long des épaules et du torse. Contrairement aux équipements militaires standards, celle-ci était sur mesure, conçue pour quelqu'un d'important. Le panneau d'interface neurale au niveau du cou était encore intact, ses voyants éteints, laissant deviner une fonctionnalité potentielle. L'esprit de Julien s'emballa avec des calculs. Une armure comme celle-ci pourrait lui rapporter assez pour quitter ce monde, peut-être même acheter une nouvelle identité, un nouveau départ quelque part hors de portée des juridictions corporatives et de la coalition. Il ne réfléchit pas. Il tendit simplement la main vers elle, et à cet instant précis, une voix retentit derrière lui. « Pose-le, ou tu seras le prochain. » La voix était féminine et rauque, comme du sable frottant contre du métal. Pas humaine. Julien se figea, les muscles tendus. L'instinct de survie prit le dessus, le même instinct qui l'avait maintenu en vie pendant des années de récupération sur cette planète gorgée de morts. Il ne se retourna pas, ne leva pas les mains. Un mouvement brusque pourrait déclencher un tir. « Je récupère juste ce que je trouve », dit-il d'une voix stable malgré les battements effrénés de son cœur. « Rien de mal à ça. Retourne-toi lentement. » Il obéit, gardant ses mouvements délibérés. En se retournant, la silhouette apparut. Elle se tenait sur une plateforme en ruine à environ 20 mètres, la structure brisée s'élevant comme une dent déchiquetée au milieu du désert.
Son uniforme était déchiré, le tissu autrefois immaculé maintenant taché de poussière et de ce qui ressemblait à du sang séché. Des bandages enveloppaient son bras droit et traversaient son torse, blanc grisâtre contre sa peau bleue. Peau bleue, une cicatrice partant du cou jusqu'à la clavicule, des yeux de feu et de glace, pas humaine. Valrati, si l'on devait deviner, l'une des espèces mercenaires employées par les deux camps pendant la guerre, connue pour leur précision, leur loyauté et leur mémoire implacable. Elle tenait un fusil à impulsion avec une aisance professionnelle, la cellule énergétique de l'arme luisant faiblement en bleu dans la lumière tamisée. Sa posture était militaire, rigide, malgré ce qui devait être des blessures significatives. Sa façon de se tenir suggérait un entraînement au-delà des procédures de combat standard. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est », dit-elle, sa voix portant à travers la distance qui les séparait. Julien garda ses mains visibles, loin de la petite lame attachée à sa cuisse, sa seule arme. C'est une armure, du métal, c'est une condamnation pour lui, et maintenant pour toi. Ces mots flottèrent dans l'air entre eux, lourds d'un sens qu'ils ne pouvaient pas encore déchiffrer. Le vent se leva, sifflant à travers les restes squelettiques de l'avant-poste, transportant la poussière éternelle qui semblait être la seule ressource renouvelable de Tarvos. Julien l'étudia. Le fusil ne tremblait pas, mais quelque chose dans sa posture suggérait l'épuisement. Depuis combien de temps était-elle ici? Des jours, des semaines. Ses yeux se rétrécirent, l'évaluant avec le même examen minutieux. « J'essaie juste de survivre », dit-il, testant le terrain, comme tous ceux qui ont été laissés pour compte. Son expression ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux troublants. L'un ambré, l'autre bleu pâle, les deux brûlant d'une intensité qui lui donnait envie de détourner le regard. Puis, de façon inattendue, elle abaissa son arme. Pas complètement, juste assez pour signaler une trêve temporaire. « Ne prends rien d'autre dans cet endroit », dit-elle. Elle se retourna, s'apprêtant à disparaître dans les ruines. « Attends !» appela Julien, surpris par sa propre audace. « Qu'est-ce qui rend cette armure si spéciale ?» Elle s'arrêta, regardant par-dessus son épaule. « Elle appartient aux morts. Laisse-la ainsi. » Et puis elle disparut, se déplaçant avec une grâce surprenante pour quelqu'un de si visiblement blessé, s'évanouissant parmi les restes tordus de l'avant-poste. Julien resta immobile, considérant ses options. Le choix rationnel était clair. Partir, trouver d'autres récupérations, vivre un jour de plus. Mais ses yeux dérivèrent vers l'armure. Quelque chose ne collait pas. La femme Valrati ne l'avait pas abattue. Elle ne l'avait même pas vraiment menacée. Elle était simplement partie. Mais Julien l'avait ressenti. Derrière ce regard, il n'y avait pas de menace. C'était une malédiction, un avertissement enveloppé de résignation, comme si elle savait que ses paroles ne seraient pas écoutées. Il s'agenouilla à nouveau près de l'armure, passant ses doigts sur sa surface. Aucune marque d'identification, aucun insigne d'unité, juste ce motif cramoisi inhabituel, subtil mais distinctif. Il avait vu des armures similaires pendant la guerre, portées par des unités de commandement spécialisées. Regardant dans la direction où la Valrati avait disparu, il prit sa décision, et il ramassa l'armure de toute façon. La nuit sur Tarvos était d'un froid mordant, un contraste brutal avec les journées torrides. Julien avait établi son camp dans les restes de ce qui avait été un bunker de communication, des murs assez épais pour bloquer le pire du vent et offrir une certaine sécurité contre les prédateurs, autant animaux qu'humains. Il avait réussi à allumer un petit feu à l'aide de blocs de carburant traités chimiquement qui brûlaient avec un minimum de fumée. Les flammes dansantes projetaient des ombres mouvantes sur les murs du bunker,
illuminant l'armure qu'il avait appuyée contre son sac. À la lueur du feu, les marques cramoisies semblaient presque bouger, des motifs sinueux qui lui rappelaient une écriture ancienne. Il avait passé des heures à l'examiner, ne trouvant aucun dommage évident au-delà de griffures superficielles. La cellule énergétique était intacte, mais dormante. S'il pouvait la réactiver, l'armure à elle seule vaudrait une fortune. Un bruit à l'extérieur. Le déplacement léger de gravats sous un pied prudent. La main de Julien se dirigea vers sa lame, les muscles tendus. Il attendit, contrôlant sa respiration comme il avait appris à le faire pendant ses jours militaires. La femme Valrati apparut dans l'embrasure de la porte, silhouettée contre le ciel étoilé. Elle resta là un long moment, l'observant, observant l'armure, le petit feu. « Tu n'as pas écouté », dit-elle finalement. « Je n'écoute rarement », répondit Julien, gardant sa voix égale. « Ça ne m'a pas encore tué. » Un son s'échappa d'elle, quelque chose entre un ricanement et un rire, amer et résigné. Il y a toujours une première fois. Elle entra dans le bunker, se déplaçant avec précaution. Pas par peur de lui, réalisa-t-il, mais par précaution née de la douleur. Ses mouvements étaient ceux de quelqu'un naviguant autour de blessures, préservant ses forces. Il n'avait pas besoin de confiance, juste de chaleur et de réponse. Elle s'installa du côté opposé du feu, son fusil à portée de main, mais pas dans ses mains. Les flammes illuminaient ses traits plus clairement maintenant. Sa peau bleue était marquée de cicatrices pâles, au-delà de celles proéminentes à son cou. Des histoires écrites dans la chair. Ses yeux reflétaient le feu, leur donnant une lueur surnaturelle. « Tu aurais dû la laisser », dit-elle en hochant la tête vers l'armure. « Probablement », admit Julien. « Mais la curiosité l'emporte parfois sur moi. » « La curiosité », elle testa le mot comme s'il était inconnu. « Est-ce que c'est ça qui pousse un homme à récupérer sur des champs de bataille ? La fin est plus précis. » Elle l'étudia longuement. « Militaire, où tu l'étais ?» Julien ne demanda pas comment elle savait. Sa posture, ses mouvements, la façon dont il avait installé son camp. Tout serait des indices évidents pour quelqu'un avec de l'entraînement. « Il y a une éternité, » reconnut-il. « Noyau technique, rien de glorieux. » « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je suis juste un homme essayant de rester en vie sur une planète morte. » Le silence tomba entre eux, rompu seulement par le doux crépitement du feu. Julien fouilla dans son sac et en sortit une ration, la déchirant et en offrant la moitié à elle. Une offre de paix, en quelque sorte. Après un moment d'hésitation, elle l'accepta, leurs doigts se touchant brièvement lors de l'échange. Sa peau était plus fraîche que celle d'un humain. Un autre marqueur de son espèce. C'était l'armure du commandant Rivan S. Thorne, dit-elle finalement, entre des bouchées prudentes du composé protéique sans goût. Il n'est pas mort au combat. Il a été trahi. Les yeux de Julien se déplacèrent vers l'armure, la voyant avec une nouvelle compréhension. Par qui ? Par les siens, parce qu'il a essayé de sauver les otages au lieu de brûler le secteur. Les implications pesaient lourd dans l'air. Julien avait entendu des rumeurs pendant la guerre, des murmures de populations civiles entières utilisées comme boucliers, de décisions difficiles prises dans des salles de commandement loin des lignes de front. Tu le connaissais ? Ce n'était pas une question. J'ai servi sous ses ordres. Son regard resta fixé sur le feu. Il était différent. Il croyait que la guerre pouvait être gagnée sans devenir l'ennemi. Julien étudia l'armure avec un intérêt renouvelé. En tant qu'ancien technicien, il avait travaillé avec des systèmes similaires, les entretenant et parfois les réparant. L'interface neurale était complexe, mais pas inconnue. « Ça te dérange si je regarde de plus près ?» demanda-t-il en faisant un geste vers l'armure. Elle haussa les épaules, un geste qui sembla lui coûter de la douleur. « C'est déjà fait.
Au moment où tu l'as touché, tu es devenu partie prenante de ceci. Sans comprendre mais intrigué, Julien se dirigea vers l'armure et commença à l'examiner plus méthodiquement. La cellule énergétique était inactive, mais pas épuisée. Les systèmes d'interface étaient intacts. Avec la bonne séquence, ses doigts bougèrent avec une précision entraînée, accédant à des panneaux cachés dans la structure de l'armure, contournant les protocoles de sécurité avec des techniques qu'il avait apprises pendant son service. C'était comme faire du vélo. Le corps se souvenait même quand l'esprit essayait d'oublier. Un doux bourdonnement émana de l'armure alors que les systèmes s'activaient. Des lumières faibles scintillèrent le long de la colonne vertébrale et des points de connexion neurale. La plaque thoracique s'illumina d'une lueur cramoisie faible, la même teinte que les marques. « Ça fonctionne encore », murmura-t-il surpris. « Bien sûr que ça fonctionne, dit la femme Valrati, sa voix tendue. Ils l'ont construit pour durer, même après avoir tué l'homme à l'intérieur. » Julien activa l'interface du casque. Un affichage holographique se matérialisa au-dessus du segment de colle. Code d'accès, journaux de commande, enregistrement de communication, tous protégés derrière un cryptage de haut niveau. Mais il y avait un fichier accessible sans autorisation, marqué d'une désignation simple. Final, un enregistrement. Le journal interne du casque. Les derniers mots de Revan. Avec un regard vers la Valrati, Julien lança la lecture. Une image scintillante apparut au-dessus de l'armure. Le visage d'un homme, humain, peut-être dans la quarantaine. Des traits forts marqués par la guerre. Des yeux qui contenaient à la fois autorité et épuisement. Le commandant Revan Thorn, probablement. L'image était déformée, dégradée par ce qui était arrivé à l'armure après l'enregistrement. Si quelqu'un voit ceci, je suis déjà mort. La voix était claire malgré la distorsion visuelle, portant le poids du commandement même dans son message final. Pas par des ennemis, par les miens. Ils ont ordonné le protocole Callisto. Purge complète. J'ai refusé. J'avais trouvé un autre moyen. L'image vacilla, se stabilisa. Le secteur 7 était rempli de civils. Des otages de la coalition, oui, mais aussi leurs propres gens laissés pour compte. L'ordre était de stériliser. Aucun témoin, aucune preuve. Ils ont appelé ça des pertes acceptables. Moi j'ai appelé ça du meurtre. Une pause remplie de parasites. J'ai déployé des équipes pour extraire. Nous avions la capacité. Nous avions le temps. Mais l'ordre est tombé. Mon refus a été noté. Mon commandement a été révoqué. L'amertume s'insinua dans sa voix. Ils ont effacé ma voix. Que quelqu'un, n'importe qui, la ramène. L'enregistrement se termina, l'affichage holographique se dissolvant en particules de lumière qui se dispersèrent et s'estompèrent. Le silence emplit le bunker, plus lourd qu'avant. Julien leva les yeux vers la femme Valrati, dont les yeux étaient d'homme fixés sur l'espace où l'image du commandant avait été. « Il y en a plus », dit-il, remarquant un autre fichier accessible. Un autre enregistrement. Sa mâchoire se crispa, mais elle hocha la tête une fois. Un mouvement brusque. Julien activa le second fichier. La voix du commandant Revan revint, mais cette fois sans visuel. L'enregistrement plus endommagé que le premier. Addendum au journal final. Ceux qui se sont tenus à mes côtés ont été marqués comme traîtres. Exécutés ou pire. Le soldat Kishara Valen a refusé d'exécuter l'ordre. A tenté d'extraire des civils. Pour cela, elle n'a pas été exécutée. Elle a été effacée. Les yeux de Julien se dirigèrent brusquement vers la femme Valrati, de l'autre côté du feu. Kishara Valen. Il n'avait pas appris son nom d'elle. Il l'avait entendu dans le second enregistrement. Officiellement listée comme morte au combat. En réalité abandonnée, identité supprimée,
laissée derrière les lignes ennemies pour mourir. Mais elle n'est pas morte. Elle est encore là-bas. Si quelqu'un trouve ceci, trouvez-la. Elle est le dernier témoin, la dernière preuve. Ils ne peuvent pas tous nous effacer. L'enregistrement se termina, ne laissant que le doux crépitement du feu et le murmure du vent à travers le bunker en ruine. Maintenant elle était assise près du feu, ses yeux brûlant à travers la nuit, à travers lui, à travers les murs du bunker vers un point distant que seule elle pouvait voir. « Tu as tout vu ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Oui. Alors tu es comme moi maintenant, un témoin, ou le prochain à mourir. » Exactement. Kishara, il avait maintenant un nom pour elle, tendit la main vers son fusil, le vérifiant avec des mouvements pratiqués. Il surveille les signaux d'activation. Vieille technologie, mais persistante. Quand tu as alimenté l'armure, tu as déclenché une balise. « Une balise vers qui ?» demanda Julien, soupçonnant déjà la réponse. « Vers ceux qui veulent garder les secrets enterrés. » Ses yeux ambrés semblaient briller plus intensément que le bleu, reflétant son feu intérieur. Vers ceux qui effacent les vérités inconvénientes. Julien se leva brusquement, arpentant les confins étroits du bunker. « Je n'ai pas demandé ça. Je suis un récupérateur, pas un... Pas peu importe ce que c'est. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il rassemblait ses maigres affaires. « Je dois partir maintenant, avant qu'il ne repère le signal. » Kishara le regarda avec un mépris froid se formant dans ses yeux. « Tu fuis, après tout ce que tu viens d'entendre. »« Je survis !» corrigea Julien en balançant son sac sur son épaule. « C'est ce que je fais. C'est tout ce que je fais. » Il fit un geste vers l'armure. « Prends-la. C'est l'héritage de ton commandant, pas le mien. » « Et tu penses que ça te sauvera ?» Le mépris dans sa voix était palpable. « Quand tu as activé l'enregistrement, l'armure a déclenché un protocole de résonance. Vieille technologie de traçage. Elle n'enregistre pas seulement l'activation, elle marque l'activateur. Tu es maintenant la nouvelle cible, comme si le commandant était revenu et avait repris une mission non autorisée. » L'implication s'enfonça lentement. Il me traque à travers quoi? L'intrication quantique au niveau neural. Au moment où tu as interfacé avec les systèmes de commande, ça a enregistré ta signature biométrique. Son expression ne contenait aucune sympathie, seulement une déception amère. Quiconque pourrait savoir est purgé. Et maintenant, tu ne peux pas fuir. Julien resta figé, son plan d'évasion s'effondrant devant lui. Alors je vais me cacher, trouver un endroit reculé. J'ai survécu jusqu'ici. Lâche! Kishara cracha, se détournant de lui. Le commandant a choisi de mourir plutôt que de se taire. Et toi? Elle secoua la tête. Tu n'es pas digne de porter sa voix. Quelque chose dans son rejet piqua plus que Julien ne s'y attendait. Il s'arrêta à l'entrée du bunker, regardant le désert au-delà, son territoire familier d'isolement et de simple survie. « Que ferais-tu » demanda-t-il doucement. « Si tu étais moi, je choisirais d'être quelque chose de plus qu'un simple cadavre oublié sur une planète morte. » Elle ne le regarda pas en parlant. « Mais j'ai fait mes choix. Fais les tiens. » Sans un autre mot, Julien sortit dans la nuit. Il parcourut 3 kilomètres avant que le poids de ce qu'il avait appris ne commence à l'écraser. La voix du commandant résonnait dans son esprit. « Ils ont effacé ma voix. Que quelqu'un, n'importe qui, la ramène. » À l'aube, Julien se retrouva perché sur une crête, surplombant le bunker qu'il avait abandonné. À travers sa lunette récupérée, il regarda Kishara émerger, les composants de l'armure soigneusement emballés. Fusil à la main. Elle fit une pause, scrutant l'horizon. Pas pour lui, réalisa-t-il, mais pour les menaces. Toujours vigilante, toujours seule.
5 ans à survivre, non pas seulement pour elle-même, mais pour une vérité que personne ne voulait entendre. Et lui était parti. La réalisation se posa dans sa poitrine comme une pierre. Il avait passé des années à survivre. Mais pourquoi? Pour trouver les rations d'un autre jour? Pour retarder la fin inévitable qui venait à tous ceux qui restaient trop longtemps sur Tarvos? Il la regarda partir à travers le désert, ses mouvements efficaces malgré ses blessures, suivant une boussole interne vers ce qu'elle croyait important. Julien prit sa décision. Il lui fallut jusqu'à midi pour la rattraper. Elle se déplaçait avec détermination, évitant le terrain ouvert, utilisant le paysage en ruine comme couverture. Quand il la rattrapa finalement, elle était accroupie derrière un mur effondré, observant quelque chose à travers sa lunette. Il s'approcha prudemment, faisant juste assez de bruit pour l'alerter sans paraître menaçant. Elle pivota en douceur, fusil levé, les yeux se rétrécissant quand elle le reconnut. « Tu es de retour », constata-t-elle platement, n'abaissant pas son arme. « Je le suis. » « Pourquoi ?» Le mot unique portait des années de suspicion, de trahison. Julien rencontra son regard fermement. « Parce que survivre n'est pas vivre, et parce que… » Il hésita, organisant des pensées qu'il n'avait jamais mises en mots auparavant. « Parce que je fuis les mêmes choses contre lesquelles tu te bats. Uniformes différents, même guerre. » Elle l'étudia, cherchant la tromperie. Le fusil resta pointé sur sa poitrine. « Je pensais que tu étais comme eux, » dit-elle finalement, sa voix plus douce mais non moins tranchante. « Un autre qui entend la vérité et s'en va. »« Je l'étais, » admit Julien. « Pendant quelques heures, je l'étais. » Quelque chose changea dans son expression. Pas du pardon, mais peut-être de la reconnaissance. Lentement, elle abaissa son fusil. « Il y en a d'autres, » dit-elle, « des survivants de l'unité du commandant. S'ils sont encore en vie, ils voudront entendre ça. Et s'ils ne le sont pas ?» L'expression de Kishara s'adoucit presque imperceptiblement. « Alors nous sommes vraiment les derniers, et la vérité meurt avec nous. » Ils quittèrent le bunker avant l'aube, quand les étoiles brillaient encore froides et distantes dans le ciel brumeux de Tarvos. Julien avait emballé l'armure, la démontant en composant pour répartir le poids plus uniformément dans son sac. Kishara se déplaçait avec une précision militaire malgré ses blessures, scrutant les horizons, sélectionnant des chemins offrant une couverture. Ils marchaient ensemble, pas en tant que partenaires, mais comme des ombres vivantes qui n'étaient pas censées exister. La journée passa dans un silence presque total, la communication limitée aux avertissements nécessaires concernant le terrain ou les menaces potentielles. Julien apprit à lire ses signaux, une main levée pour s'arrêter, un geste subtil indiquant un changement de direction. À midi, il bougeait presque en synchronie. Deux parties d'un mécanisme de survie aiguisé par la nécessité. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Julien lors d'une brève pause à l'ombre d'un vaisseau de transport écrasé, sa coque déchirée comme un animal éventré. Kishara prit une gorgée mesurée de sa gourde avant de répondre. 1874 jours, standard Tarvos. Plus de 5 ans seul dans ce désert. Chassé, effacé de l'existence. Comment as-tu survécu? Un jour à la fois. Elle scruta l'horizon, les yeux plissés contre la lumière dure du soleil. J'ai appris quelles ruines avaient à moi des provisions, lesquelles avaient des menaces. Je suis devenu un fantôme. Et les autres, les survivants que tu as mentionnés? Dispersés, cachés, certains à la vue de tous avec de nouvelles identités, d'autres comme moi dans les espaces-centres. Elle se tourna vers lui, son expression illisible. Pourquoi as-tu déserté? La question le prit au dépourvu. Qui dit que j'ai déserté? Tes yeux l'ont fait quand tu as mentionné ton service.
Les gars du noyau technique ne deviennent pas des récupérateurs, à moins qu'ils ne fuient en quelque chose. Julien détourna le regard, se concentrant sur l'ajustement des sangles de son sac. J'étais stationné sur la colonie minière d'Hélios, personnel de soutien pour la grille de défense. Quand la coalition a attaqué, le commandement nous a ordonné de surcharger le noyau, créer une réaction en chaîne. Terre brûlée, observa Kishara. Exactement. Sauf que la colonie avait 30 000 civils, mineurs, familles, personnel de soutien. La voix de Julien se tendit. Ils ont dit que l'évacuation n'était pas une option, que les sacrifices étaient nécessaires. Alors tu es parti. J'ai sabotage la séquence de surcharge, fait en sorte que ça ressemble à une défaillance système. Le souvenir brûlait encore après toutes ces années. Puis j'ai disparu dans le chaos. Je les ai laissés penser que j'étais mort dans l'assaut. Kishara l'étudia avec un nouvel intérêt. Tu as choisi le grand nombre plutôt que les ordres. J'ai choisi de ne pas être un meurtrier. Julien rencontra son regard. Comme ton commandant. Quelque chose passa entre eux alors. Une reconnaissance peut-être. Pas de la confiance, mais de la compréhension. Ils étaient tous deux des traîtres à leur camp respectif, liés par des choix qui avaient semblé justes, même s'ils portèrent des conséquences personnelles dévastatrices. On devrait bouger, dit-elle finalement, se levant avec une grâce fluide malgré ses blessures. Encore un long chemin jusqu'au point de rencontre. Ils continuèrent tout l'après-midi, naviguant dans le paysage dévasté avec une coordination croissante. 2 fois ils se figèrent au son de moteurs au-dessus d'eux. Des patrouilles, expliqua Kishara en chuchotant. Pas militaires réguliers. Autre chose. Des chasseurs. Au soir ils atteignirent ce qui avait autrefois été la périphérie d'une ville, maintenant réduite à des structures écroulées et des routes effondrées. Kishara les guida à travers un labyrinthe de ruines, avec la confiance de quelqu'un qui avait parcouru ce chemin plusieurs fois auparavant. « Proche maintenant », murmura-t-elle alors que l'obscurité tombait complètement. « Reste alerte, ils ne font pas facilement confiance. »« Ils te font confiance ?» demanda Julien. La question lui valut l'ombre d'un sourire. Là est parti en un instant. « Ils font confiance au fait que je sois encore en vie, alors que je ne devrais pas l'être. Ça compte pour quelque chose. » Ils entrèrent dans ce qui avait autrefois été une zone industrielle. D'immenses installations de traitement réduites à des structures tordues se découpant contre le ciel nocturne. Kishara se déplaça avec une prudence accrue, signalant à Julien de rester proche. Un scintillement de lumière devant. Bref, contrôlé. Un signal. Kishara répondit avec une série de gestes de la main, complexes et précis. Code militaire, mais pas standard. Quelque chose développé parmi les survivants. Des silhouettes se matérialisèrent des ombres. 3 d'entre elles, armées mais ne visant pas. L'une s'avança, ses traits devenant visibles dans la faible lumière filtrant à travers un plafond effondré. Un vieil homme avec une prise neurale rouillée, encastrée dans sa tempe. La peau autour était cicatrisée et plissée. Son bras gauche se terminait au coude, remplacé par une prothèse mécanique rudimentaire qui bourdonnait doucement lorsqu'il bougeait. « Kishara » demanda-t-il, sa voix rauque d'âge et d'incrédulité. « Tu étais censée rester... » « Silencieuse » l'interrompit-elle, son ton adoucissant l'ordre. « J'ai apporté une preuve, et quelqu'un qui peut l'activer. » L'attention du vieil homme se déplaça vers Julien, les yeux se rétrécissant avec suspicion. « Tu l'as amené ?»« Il est venu lui-même, » répondit Kishara. « Je ne l'ai juste pas abattu. » Un silence tendu suivit, rompu quand l'une des autres silhouettes, une femme avec des brûlures cicatrisées couvrant la moitié de son visage, s'avança. « À l'intérieur, » dit-elle en faisant un geste vers une structure qui semblait plus intacte que son environnement.
avant que les drones ne fassent un autre passage. Ils suivirent le trio dans ce qui avait autrefois été une station de ravitaillement, maintenant convertie en cachette de fortune. L'espace était spartiate mais organisé, montrant des signes d'occupation à long terme. Provisions stockées, positions défensives, équipements de communication bricolés à partir de pièces de récupération. 2 autres individus attendaient à l'intérieur. Un jeune homme manquant les 2 jambes sous les genoux, assis dans un fauteuil antigrave modifié, et une silhouette non humaine dont Julien ne pouvait pas identifier immédiatement l'espèce, ses traits obscurcis par un masque environnemental. C'est ce qui reste de l'unité d'opération spéciale de Revan, expliqua doucement Kishara à Julien. Ceux qui ont refusé l'ordre. Le vieil homme avec la prise neurale s'approcha d'eux à nouveau, étudiant Julien avec une méfiance ouverte. Taren dit que tu as l'armure du commandant. Julien jeta un coup d'œil à Kishara, réalisant que Taren devait être l'un de ses alias. Il hocha la tête, désanglant son sac et retirant soigneusement les composants. Et une preuve, ajouta-t-il. Des enregistrements. Son journal final. Une ondulation traversa le petit groupe. Tension, espoir, peur. La main mécanique du vieil homme se contracta, les cerveaux gémissant. « Si tu mens, commença-t-il. »« Je ne mens pas, interrompit Julien, assemblant les composants critiques de l'armure sur une table dégagée. Mais je comprends votre prudence. Je ne me ferai pas confiance non plus. Travaillant méthodiquement, il reconnecta les systèmes d'alimentation et l'interface neurale, ramenant l'armure à une activation partielle. Le bourdonnement familier emplit la pièce, les marques cramoisies brillant doucement dans la lumière tamisée. « L'armure personnelle du commandant Revan », chuchota la femme aux cicatrices de brûlure, s'approchant prudemment. « Après tout ce temps, comment savons-nous qu'elle est authentique ?» demanda le jeune homme dans le fauteuil antigrave, sa voix aiguë de suspicion. « Regardez, » dit simplement Julien, initialisant la séquence de lecture. L'image du commandant Revan se matérialisa au-dessus des composants de l'armure, scintillante mais indéniable. Sa voix emplit le petit espace, racontant son refus des ordres, sa trahison par son propre commandement. L'enregistrement joua, et tous ceux qui l'entendirent se tinrent debout, certains dans la rage, certains dans la honte. Le vieil homme avec la prise neurale tomba à genoux, la main mécanique pressée contre le sol pour se soutenir. « C'est lui, dit-il, la voix se brisant. C'est vraiment lui. » Le second enregistrement joua, celui nommant Kishara, expliquant son sort. Les survivants se tournèrent vers elle, la voyant avec une nouvelle compréhension. Non plus juste un fantôme qui avait survécu contre toute attente, mais une preuve vivante des affirmations du commandant. « Tu as porté ça tout ce temps », dit la femme aux cicatrices de brûlures à Kishara. « Seul ? » ?»« Plus maintenant, » répondit Kishara, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Julien. Des plans se formèrent rapidement après cela. Discussion sur comment utiliser les preuves, qui pourraient encore être dignes de confiance dans divers avant-postes et colonies, les canaux par lesquels la vérité pourrait être diffusée. Julien remarqua d'abord l'absence, l'une des silhouettes qui les avait escortés. Un homme mince aux yeux nerveux n'était plus présent. « Où est le troisième ?» demanda-t-il doucement, interrompant la planification. Le silence tomba, les têtes se tournant, les yeux cherchant le petit espace. Le vieil homme jura, se levant péniblement. « Vilaine ! Il était là quand l'enregistrement a commencé. »« Vérifiez la station de communication », dit urgemment la femme aux cicatrices de brûlure, se déplaçant déjà vers une console bricolée dans le coin. Mais ils savaient tous. L'un d'eux s'était glissé dans la nuit et les avait vendus. « Combien de temps ?» demanda Kishara, sa voix d'un calme mortel alors qu'elle vérifiait son fusil. «
Des minutes si nous avons de la chance, répondit le vieil homme, moins s'il avait un canal direct. Julien bougea rapidement, réassemblant les composants critiques de l'armure. Pas pour la porter, elle n'était pas taillée pour lui et serait plus un obstacle qu'une aide, mais pour sécuriser la preuve. Y a-t-il un autre moyen de sortir ? Demanda-t-il. Le jeune homme dans le fauteuil antigrave activa des commandes sur son accoudoir, faisant apparaître un affichage holographique de la zone environnante. Des tunnels de maintenance là et là, indiqua-t-il. Mais ils s'y attendront. Ils connaissent cet endroit. Alors on ne fuit pas, dit Kishara, son ton ne laissant aucune place à l'argument. On tient bon. On les fait travailler pour ça. Les survivants échangèrent des regards, une communication silencieuse née de l'expérience partagée et de la confiance. Puis avec une efficacité pratiquée, ils commencèrent à préparer des positions défensives. « Tu devrais partir », dit le vieil homme à Julien, pressant un pistolet énergétique compact dans sa main. « Prends l'armure. Trouve quelqu'un d'autre qui écoutera. » Julien regarda l'arme, puis les survivants se préparant à combattre, peut-être à mourir pour une vérité qu'ils avaient protégée pendant des années. « Non, dit-il finalement. Je suis déjà marqué, autant que ça compte. » Le vieil homme l'étudia un moment, puis hocha la tête une fois brusquement. « Martin Crève, » se présenta-t-il tardivement. « Ingénieur en chef, division des opérations spéciales. » Julien Carver, répondit-il, ancien spécialiste technique, système de défense. Un sourire sombre toucha le visage tanné de Martin. Spécialiste technique, hein? Bien, on en aura besoin. Ils vinrent à l'aube. Pas d'insigne, pas de couleur, pas de mots. L'attaque commença par des frappes de précision d'en haut, des explosions ciblées conçues pour faire s'effondrer des points structurels clés du bâtiment. Mais les survivants avaient anticipé cela, renforçant les zones critiques et créant de faux points faibles pour canaliser l'assaut. Julien travailla avec Martin pour activer les systèmes de défense dormants de la station de ravitaillement, réutilisant d'anciens protocoles pour servir leurs besoins. Des années de récupération lui avaient appris l'improvisation. Des années d'entraînement militaire lui avaient appris l'application. La première vague frappa de plusieurs directions, des silhouettes en armure se déplaçant avec la coordination d'un entraînement approfondi. Pas militaire régulier, quelque chose de plus sombre, des équipes d'effaceurs conçues pour éliminer les vérités inconvénientes. L'un cria « Carver, rends l'armure !» Julien se retrouva à la position défensive principale aux côtés de Kishara. Les marques cramoisies sur les composants de l'armure pulsaient avec une intensité croissante, comme si elles répondaient à la présence des attaquants. Sans réfléchir, il se leva, se déplaçant entre Kishara et l'équipe d'effaceurs qui avançait. « Julien, baisse-toi !» cria Kishara, essayant de le tirer derrière la couverture. Mais il resta debout, le composant d'armure dans sa main brillant plus intensément. Les silhouettes qui avançaient ralentirent, armes braquées sur lui. Le temps sembla s'étirer, le moment s'étendant en quelque chose de crucial, quelque chose qui définirait tout ce qui viendrait après. « Ce n'est pas une armure », appela-t-il, sa voix stable et claire dans le calme soudain. « C'est une voix. Et si vous me tuez, vous la ferez enfin taire. » Les mots flottèrent dans l'air. Un battement de cœur de silence. Puis un coup de feu retentit, l'éclair énergétique frappant Julien carrément dans la poitrine. L'impact le projeta en arrière, une douleur brûlante s'épanouissant là où les points de connexion neurale de l'armure avaient interfacé avec sa peau. Kishara hurla, un son de rage plus que de chagrin, alors qu'elle ripostait avec une précision dévastatrice. Un échange de tirs explosa, l'espace confiné se remplissant de tirs d'armes et d'ordres criés. Julien, étourdi mais vivant,
le composant d'armure avait absorbé une grande partie de l'impact, lutta pour se remettre sur pied. Kishara se déplaçait avec une précision mortelle. Chaque tir trouvant sa cible, il fournit un tir de couverture, permettant aux autres de se repositionner. La femme aux cicatrices de brûlure, Sarah, il l'avait appris pendant les préparatifs, coordonnait leur défense. Son expérience d'officier tactique évidente dans ses décisions rapides et ses ordres clairs. Ils repoussèrent la première vague, mais la seconde arriva plus durement, utilisant des charges de perçage pour créer de nouveaux points d'entrée. L'air se remplit de fumée et de l'odeur âcre de métal fondu. Julien se retrouva dos à dos avec Kishara, défendant un point d'étranglement critique. « Sur ta gauche !» appela-t-elle, sa voix stable malgré le chaos. Il pivota, tirant 3 coups rapides qui abattirent une silhouette qui avançait. Le bouclier qu'il avait improvisé à partir de plaques de station absorba un tir de riposte, l'impact le repoussant d'un pas. « Pas mal pour un technicien », commenta Kishara, abattant 2 autres attaquants avec des tirs à la tête précis. « J'apprends vite », répondit Julien, grimaçant alors qu'un tir rasant attrapait son bras, brûlant à travers le tissu pour brûler la chair. Le combat s'intensifia, les munitions s'épuisant, les blessures s'accumulant. Martin recula, son bras mécanique endommagé et étincelant. Sarah prit un coup à l'épaule, mais continua à diriger leur défense, sa voix devenant plus rauque à chaque commande. Une explosion massive secoua le mur est, créant une brèche plus grande que toutes les précédentes. À travers la fumée et les débris, une escouade de membres de l'équipe d'effaceurs se déversa, coupant Kishara du reste du groupe. « Repliez-vous !» cria Sarah. Mais Kishara était coincé, incapable de battre en retraite sans être exposé à un tir croisé dévastateur. À la surprise de tous, ce fut Nara qui bougea, chargeant en avant avec une férocité inattendue. « Couvrez-moi !» cria-t-elle, abandonnant sa position pour atteindre Kishara. Julien fournit un tir de suppression alors que Nara atteignait la position de Kishara. Les 2 femmes s'accroupirent derrière une couverture défaillante alors que les éclairs énergétiques arrachèrent des morceaux de leur abri. « Pourquoi ?» demanda Kishara, sa voix à peine audible par-dessus le combat. L'expression de Nara était sombre. « Parce que je l'ai entendu. Parce qu'il aurait fait la même chose. » Elle vérifia son arme, presque épuisée. « Et parce que j'avais tort à ton sujet. » Avant que Kishara ne puisse répondre, Nara activa quelque chose à son poignet. Un ancien stimulateur de combat, le genre qui pousse le corps au-delà des limites sûres. « Retourne avec les autres, » ordonna-t-elle. « Je vais dégager un chemin. »« Nara, ne fais pas !» Mais la lieutenant bougeait déjà, son corps amélioré à une vitesse impossible, tirant avec une précision mortelle alors qu'elle chargeait la position ennemie. Elle créa l'ouverture qu'elle avait promise, un chemin clair pour que Kishara rejoigne les autres, mais à un coup dévastateur. Nara tomba. Plusieurs éclairs énergétiques déchirant son corps amélioré, mais pas avant d'avoir emporté 6 membres de l'équipe d'effaceurs avec elle. Kishara revint, son visage un masque d'émotions complexes alors qu'elle rejoignait Julien. « Elle m'a sauvé, » dit-elle, la voix tendue. « Après tout ce temps, elle a entendu la vérité, » répondit simplement Julien. « Ça a changé les choses. » Julien fut touché à nouveau, une blessure plus sérieuse cette fois. Un éclair énergétique dans le haut de la poitrine, l'impact le projetant contre un mur. La douleur s'épanouit vive et immédiate alors que Kishara le tirait à couvert. « Reste baissé », ordonna-t-elle, appliquant un seau de pression sur la blessure avec des mouvements pratiqués. « Je ne peux pas », haleta-t-il, luttant contre la douleur. « Besoin de diffuser. » Ses yeux rencontrèrent les siens, la compréhension s'éveillant. Les enregistrements, la preuve.
Il ne suffisait pas de survivre. Ils avaient besoin que la vérité survive avec eux. Elle l'aida à atteindre la console de communication où le jeune homme dans le fauteuil antigrave, Davin, travaillait frénétiquement pour établir un canal sécurisé. « Quelle portée pour la diffusion ?» demanda Julien à travers des dents serrées. « Local seulement, » répondit Davin, ses doigts volant sur les commandes. « Peut-être 50 kilomètres de rayon. Les relais principaux sont partis. »« C'est suffisant, » dit Kishara. « Les colonies dans cette portée, elles le diffuseront plus loin. » Julien connecta l'interface neurale de l'armure à la console, contournant les protocoles de sécurité pour accéder aux enregistrements. Sa vision se brouilla de douleur, mais ses mains restèrent stables. Le travail familier, un retour à ses racines de technicien. « Il y a un problème, » dit soudainement Davin, son visage sombre. « Le transmetteur est endommagé. Quelqu'un doit maintenir manuellement le point de connexion et compléter le circuit. »« Je vais le faire, » dit immédiatement Julien. « C'est dehors, » continua Davin, « exposé au tir ennemi. Et une fois que ça commence, tu ne peux pas bouger ou la connexion se rompt. Tu serais une cible parfaite. » Kishara secoua la tête. « Non, j'irai. »« Tu ne peux pas, » argumenta Julien. « L'armure est calée sur moi maintenant. Le schéma neural n'acceptera personne d'autre. » Ce n'était pas entièrement vrai. Un mensonge partiel né de la nécessité. C'est mon rôle à jouer. Avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, une autre explosion secoua le bâtiment. « On n'a plus de temps !» appela Martin de sa position. « Prêt !» dit finalement Julien, prenant le module de connexion de Davin. « Couvrez-moi aussi longtemps que vous pouvez. » Kishara attrapa son bras. « Julien !»« Je sais, » dit-il. Leurs yeux se rencontrèrent. Des volumes communiqués dans ce bref moment. « 30 secondes une fois en position, » instruisit Davin. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » Julien se déplaça vers le point d'accès externe. Kishara et Martin fournissant un tir de couverture alors qu'il atteignait le réseau de transmetteurs exposés. La douleur dans sa poitrine était atroce, mais il l'a mis de côté, se concentrant sur la tâche. Avec des mains tremblantes, il connecta l'interface de l'armure au transmetteur et activa la séquence. Immédiatement, le composant d'armure commença à pulser de lumière cramoisie, les points de connexion neurale brûlant dans sa peau, alors que la transmission s'initiait. Il était complètement exposé. Une cible parfaite silhouettée contre le ciel de l'aube. Les tirs s'arrêtèrent soudainement. À travers la poussière et la fumée, une silhouette émergea, plus grande que les autres, portant l'insigne d'officier sur un uniforme d'équipe d'effaceurs immaculé. « Assez !» appela l'officier, la voix amplifiée. « Vous avez mené un combat impressionnant, plus que ce à quoi nous nous attendions de fantômes. » Julien resta immobile, la transmission encore en préparation. 20 secondes restantes. « Nous pouvons terminer cela maintenant, » continua l'officier. « Partez, laissez l'armure. Désactivez la transmission. Vos vies seront épargnées. » 15 secondes. « Vous avez survécu si longtemps, » pressa l'officier. « Pourquoi le gâcher maintenant? Pourquoi? Pour qui? Pour un commandant mort? Pour des civils que vous n'avez jamais connus? Est-ce que ça vaut la peine de mourir? » Les équipes d'effaceurs tenaient leur position, armes braquées mais ne tirant pas. Attendant. 10 secondes. L'un des membres de l'équipe d'effaceurs s'avança, arme pointée directement sur le cœur de Julien. « Si tu appuies sur ce bouton, tu ne partiras pas d'ici vivant, » cria-t-il, la voix se fissurant de tension. À ce moment, un mouvement attira l'œil de Julien. Kishara émergeant de sa couverture, fusil abaissé. Sans hésitation, sans peur, elle traversa le terrain ouvert entre eux. Des éclairs énergétiques brûlant la terre où ses pieds avaient été quelques instants auparavant. Elle bougea avec détermination, ses yeux ne quittant jamais les siens.
Elle se plaça à côté de lui, épaule contre épaule. Pas de mots, aucun n'était nécessaire. Sa présence à ses côtés disait tout. 5 secondes. Le regard de Julien retourna vers l'équipe d'effaceurs, vers leurs armes, vers l'officier dont le visage était devenu rigide de fureur et de peur. « Alors toi non plus », dit simplement Julien. Il appuya sur le bouton. Transmission complète. La voix du commandant Revan résonna à travers la station et au-delà, portant à travers le désert vers quiconque avait un récepteur. Son témoignage final, son refus de sacrifier l'innocence, sa trahison par ceux qui l'avaient servi. Alors que l'enregistrement jouait, Julien s'effondra, le monde s'assombrissant autour de lui. La dernière chose qu'il sentit furent les bras de Kishara, le rattrapant alors qu'il tombait. Et quand seulement 3 se tenaient debout à la fin. Julien inconscient mais vivant, Kishara, strié de sang mais inébranlé, et Martin, son bras mécanique pendant inutilement à son côté. L'enregistrement joua une dernière fois. La voix du commandant Revan claire et résolue. « Je ne suis pas un héros, mais si vous entendez ceci, la vérité vit encore. Laissez-la blesser, mais laissez-la être entendue. » Le combat se termina. Seuls restèrent la fumée, la poussière et les corps. Mais parmi eux, 2 silhouettes encore debout. Kishara, sa peau bleue marquée de blessures fraîches aux côtés de vieilles cicatrices, berçant la forme inconsciente de Julien. Martin s'appuyant lourdement contre un mur brisé, observant l'horizon où des silhouettes commençaient à apparaître. Julien gisait immobile, sa respiration superficielle mais régulière. La brûlure à travers sa poitrine pulsait de lumière cramoisie sous la forme des points de connexion neurale de l'armure. Une marque qui ne s'estomperait jamais. Le prix de la vérité gravé dans sa chair. Kishara le posa doucement, arrangeant son corps soigneusement avant de draper les composants de l'armure sur son épaule. Ses marques brillant encore faiblement dans l'air poussiéreux. Martin avait survécu, mais était gravement blessé. Son bras naturel restant arborait maintenant un garrot fabriqué à partir de tissus déchirés. Sarah, Davin et Nara étaient tombés dans la poussée finale, leur sacrifice achetant les moments critiques nécessaires pour compléter la transmission. Dehors, le soleil matinal projetait de longues ombres sur le paysage en ruine. Au loin, du mouvement. Des civils des colonies voisines attirés par la diffusion, s'approchant prudemment pour enquêter. Julien bougea, la conscience revenant graduellement à travers des vagues de douleur. Ses yeux trouvèrent Kishara, qui s'agenouilla à côté de lui, alors que les nouveaux venus se rassemblaient autour. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix rauque de fumée et de douleur. Kishara regarda les silhouettes qui s'approchaient, puis l'armure qu'elle portait. On brûle tout ce qui est vieux, et on construit quelque chose qui n'a pas besoin de se cacher. Ses yeux, feu et glace, rencontrèrent les siens, quelque chose de nouveau dans leur profondeur. Pas exactement de l'espoir, un but. Ensemble ? demanda-t-il, la question portant plus de poids que sa simple syllabe ne suggérait. Si tu ne pars pas. Il y avait un défi dans sa voix, mais aussi une offre. La possibilité de quelque chose au-delà de la simple survie. Il ne partit pas. Dans les jours qui suivirent, l'enregistrement se répandit au-delà de leur diffusion initiale. Les relais de communication le portèrent de colonie en colonie, d'avant-poste en avant-poste. Ceux qui avaient servi sous le commandant Revan se manifestèrent avec des témoignages corroborants. Ceux qui avaient participé à la dissimulation commencèrent à faire face à des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Le nom de Revan S. Thorne retourna dans les archives. Dans certains secteurs, son symbole commença à apparaître, non pas comme un mémorial, mais comme une promesse. Un rappel que la vérité pouvait survivre,
même aux efforts les plus déterminés pour l'effacer. Et quelque part sous un soleil couchant sur une planète qui commençait lentement, douloureusement à guérir, deux silhouettes se tenaient au sommet du point le plus élevé de l'avant-poste en ruine. Lui debout sur un tas de gravats, la fumée de bataille s'élevant encore derrière lui, la brûlure à travers sa poitrine pulsant avec le même motif cramoisi que l'armure, visible à travers ses vêtements déchirés. Sous ses pieds, la plaque faciale brisée de l'officier qui avait donné l'ordre de purger le secteur 7, récupérée du champ de bataille, comme preuve que même ceux qui effaçaient pouvaient eux-mêmes être effacés. Elle, la peau bleue illuminée par la lumière mourante, les bras levés haut au-dessus de sa tête, tenant l'armure assemblée non pas comme protection, mais comme un symbole, une balise, ses marques brillant contre le ciel s'assombrissant. Le fragment de l'insigne du commandant Revan, encastré en son centre, captant les derniers rayons de soleil. Derrière eux, sur le sol, gisait la bannière tombée du consortium unifié. Son emblème autrefois fier maintenant déchiré et piétiné dans la poussière. À côté, les composants brisés de badges d'équipe d'effaceurs, éparpillés comme des feuilles mortes. Les symboles de ceux qui avaient essayé d'enterrer la vérité, maintenant eux-mêmes enterrés dans l'histoire. Ils n'étaient pas les sauvés, ils étaient les restants. Et à partir de ce moment, plus rien ne serait caché.